Bonjour et bienvenue sur ce MOOC agroécologie. Donc nous, Carolina et moi-même, Emmeline, présenterons ce live aussi bien en français qu'en anglais pour répondre à tous nos MOOCasiens et MOOCasiennes, anglophones et francophones. Donc Carolina qui vient du Brésil et moi-même, Emmeline, qui vient de France. Je te laisse la parole. Okay. Hello everyone, welcome to our first live session of the MOOC Agroecology. During this live we're going to speak in French and in English. I'm Carolina, I'm an exchange student from Brazil. And this is Emmeline, she's from French. We are students at at Montpellier Supagro. Here with us, we have our teachers, the experts of the week. So I'm pleased to introduce you Stéphane de Tourdonnet. Il est un agronomist teacher at Supagro. And Aurélie Javel, ethnologist teacher at Supagro also. Donc j'ai maintenant le plaisir de vous présenter Stéphane de Tourdonnet, ingénieur agronome à Supagro, et Madame Aurélie Javel, enseignante ethnologistes à Montpellier Supagro également. Donc, ils sont présents aujourd'hui pour nous aider à répondre à toutes vos questions sur le thème de la semaine, donc à savoir l'émergence de l'agroécologie, mais à la fois son développement et les relations homme-nature. Donc, pour cela, n'hésitez pas à intervenir sur les réseaux sociaux, donc à la fois sur Facebook, mais aussi sur le forum du MOOC, où nous prendrons compte de vos questions pour y répondre au mieux, soit pendant ce live, soit juste après. Donc, nous sommes heureux de vous annoncer que vous êtes 6000 participants environ sur le MOOC francophone et environ 600 sur le MOOC anglophone. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous êtes à l'aise en espagnol, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le MOOC hispanophone qui compte à présent 27 000 participants et qui est tout aussi intéressant. We're pleased to know that currently we have 5,000 people around subscribing the French version and 600 in the English version. And also there is the MOOC in Spanish from South America, which there are 27,000 people subscribed. So if you have an interest, go check it out. Today we're going to discuss the different themes which we studied this week, which are the emergence of agroecology, its development, and the relation between man and nature. So don't hesitate to participate in the social networks and to ask with the hashtag MOOCAE. And during this live, we are very happy to answer them. We're going to start in French and then in English. Donc pour préciser l'organisation de ce live, nous allons d'abord poser les questions en français et puis pour les participants anglophones, nous ferons la fin de ce live avec des questions en anglais. Donc, vas-y pour la première question. Ok. La première question, c'est pour Aurélie Javel. Quelle est votre vision de l'agroécologie? En une phrase. On commence par une grande question. Donc pour moi, l'agroécologie, en fait, c'est un changement de pratique qui s'appuie sur un questionnement de nos relations à la nature, en fait. Voilà, en une phrase, j'ai tout dit pareil. Ok, maintenant, Stéphane, quelle est votre vision? Alors, c'est vrai que c'est une grande question pour commencer. En fait, c'est l'objectif du MOOC de pouvoir décliner des visions de l'agroécologie. Je pense qu'on a chacun une vision différente et c'est ce qui fait aussi la richesse et l'intérêt à la fois de cette thématique, de ce mouvement, et puis l'intérêt du MOOC pour pouvoir échanger ces différentes visions. Si j'avais à dire ma vision, la personnelle, de l'agroécologie alors peut-être je vais mettre 3 phrases plutôt qu'une phrase, mais pas trop longtemps non plus. Pour moi, ce qui est important dans l'agroécologie, avant tout, c'est que je la vois comme un mouvement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous permet d'aller vers autre chose, d'inventer le futur, d'inventer l'avenir, sur des bases qui peuvent être un peu différentes de celles qui ont construit le passé ou qui sont encore présentes aujourd'hui. Et donc, c'est de re-questionner finalement ce que l'on fait pour pouvoir voir comment on fait autrement. Il y a vraiment cette question du mouvement et de l'invention, de trouver de nouvelles voies qui vont remettre en cause certaines choses qui nous paraissaient acquises. Et dans ce mouvement, ce qui fait la spécificité de l'agroécologie, c'est cette intuition, cette idée de dire il faut que l'on invente des systèmes agricoles qui permettent de mieux mobiliser les processus écologiques. Ça, c'est à mon avis, c'est l'idée centrale, ce qui fait la spécificité par rapport à d'autres façons de réinventer les systèmes agricoles. Il n'y a pas que l'agroécologie qui existe, mais ce qui fait l'agroécologie, c'est de se dire, ok, comment dans ces systèmes-là, plutôt que d'utiliser surtout le chimique ou le mécanique, on va pouvoir mobiliser les régulations biologiques dans ce système. Et finalement, le fait de rentrer comme ça, de chercher à changer
à mobiliser les régulations biologiques, ça nous amène à inventer des systèmes techniques qui peuvent être très très différents. Et ça, vous avez vu déjà différents exemples dans le MOOC et vous en verrez d'autres. Et puis, comme le disait Aurélie, en fait, c'est pas que ça. C'est pas qu'une question de technique, de dire on va mettre des cultures ensemble ou mettre des micro-organismes ou favoriser la vie du sol. Ça joue aussi sur la façon dont on voit la nature, dont on voit la technique, dont on imagine l'avenir, et on voit dans les trajectoires à la fois d'agriculteurs, dans des trajectoires de personnes qui s'engagent dans l'agroécologie, que ça peut mener finalement à reconcevoir beaucoup de choses de manière différente et avoir des impacts sociaux, économiques et pas simplement techniques. Donc voilà, pour moi c'est tout ça qu'il y a derrière l'agroécologie. D'accord, très bien. Ben, merci pour vos réponses. Donc la prochaine question, c'est une question qui nous vient d'un participant Baba sur les technologies et les biotechnologies en agriculture. Donc la question est: comment satisfaire les besoins alimentaires des populations mondiales qui ne cessent de croître avec cette technologie, l'agroécologie, qui omet l'utilisation de grandes inventions technologiques, donc la mécanisation agricole, qui est citée en exemple, ou l'utilisation de pesticides dans l'agriculture? Alors, question intéressante parce qu'elle renvoie finalement à un débat qui est d'opposer, d'une certaine manière, la technologie comme étant la seule façon de nourrir la population mondiale, et finalement une vision de l'agriculture qui serait technophobe, qui ne suivrait pas cette technologie, qui du coup ne pourrait pas répondre à ces visions-là. Alors, déjà, moi, ma première remarque, c'est de se dire, bien sûr que les technologies sont compatibles avec l'agroécologie. Il ne s'agit pas dans l'agroécologie de revenir à une agriculture qui se passerait complètement de technologie ou une agriculture ancestrale. Il y a certaines approches effectivement de l'agroécologie où des personnes disent c'est faire de l'agriculture comme faisaient nos grands-parents. En fait, quand on regarde ce qui se fait concrètement, non. Enfin, dans certains cas, on s'inspire effectivement de ce que pouvaient apporter certaines relations à la nature ou certaines connaissances ou certaines façons de maîtriser la biodiversité qu'avaient nos grands-parents ou les générations d'avant et qui se sont peut-être perdues au cours du temps. Mais il ne s'agit pas de faire comme eux. Il s'agit bien de répondre aux enjeux d'aujourd'hui et notamment les enjeux alimentaires qui sont rappelés dans cette question en inventant de nouvelles manières de faire. Et pour ça, bien sûr que les technologies vont jouer un rôle important. Donc les technologies qui étaient mentionnées là, par la personne qui posait la question, c'était par exemple le machinisme et les pesticides. Sur le machinisme, quand on voit toute l'invention autour des machinismes qui se fait autour de la permaculture, autour du semi-direct, on voit bien que inventer de nouvelles machines est un élément clé de l'agroécologie. De même que questionner par exemple le travail animal, etc., et ça nécessite de nouvelles machines. Donc il y a c'est une agriculture qui demande beaucoup de connaissances et beaucoup d'innovations, y compris technologiques. Et sur l'autre aspect, sur les pesticides, donc c'est vrai que l'interlocuteur citait les grandes inventions techniques, les pesticides en font partie, mais là l'enjeu aussi est de se dire, mais parmi toutes les technologies qui existent, lesquelles on choisit et lesquelles on ne choisit pas. Et il y a vraiment aussi un choix qui est important, qui est un choix de citoyen, un choix de consommateur, un choix de producteur, qui est de se dire, il y a certaines innovations technologiques qui ont du sens et que l'on veut choisir, et d'autres dont on sait qu'elles ont un impact négatif sur l'environnement ou sur la santé. Et celles-là, on refuse de les choisir, effectivement. Alors, je ne dis pas que l'agroécologie, forcément, refuse tout l'usage de pesticides. Et puis, il y a dans les pesticides aussi toute la question des biopesticides. Enfin, toute une innovation aussi qui se fait autour de renouveler la manière dont on voit les pesticides, qui peut apporter des solutions intéressantes pour l'agroécologie. Mais en tout cas, effectivement, de dire, il y a eu des grandes inventions, la mécanisation, les pesticides, on les garde comme tels, il ne faut surtout pas les re-questionner. Là, je ne suis pas d'accord. Je dis non, justement, notre liberté et l'intérêt de l'agroécologie, c'est de re-questionner ces grandes inventions, d'en utiliser certaines et d'en délaisser d'autres, et aussi d'utiliser les inventions qui arrivent. Enfin, je parlais du machinisme, mais autour du numérique, il y a plein de choses qui arrivent qui vont être très intéressantes à utiliser en agroécologie. Et en fait, donc, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Stéphane. En fait, je le traduirais dans mes termes en anthropo. En fait, ce qui est intéressant avec les machinismes ou la technologie, c'est pas de les rejeter parce que ce sont des techniques dites productivistes, mais au contraire, c'est les questionner, c'est le terme que tu as utilisé. Et là, je reprends en fait ce que disent les philosophes Catherine et Raphaël Larère, où en fait, on est sur un gradient. Le même outil, on peut
faire sur la nature ou on peut faire avec la nature, avec le même outil en fait. Donc c'est pas l'outil qui pose problème, c'est comment on l'utilise en fait. C'est comme toutes les questions d'éthique qui peuvent porter sur les nouvelles technologies, sur les biotechnologies. C'est pas l'objet en soi qui pose souci, c'est ce que l'humain en fait justement en questionnant son rapport à la nature, toujours dans le même créneau. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, merci pour ces réponses éclairées qui vont aider la plupart de nos questions. Maintenant, une nouvelle question de Stankov cette fois, par rapport aux barrières politiques sur l'agroécologie. Donc la question est, faut-il aujourd'hui être une ONG ou une association pour pratiquer sans tracasserie administrative, normative et réglementaire l'agroécologie? Une question très intéressante qui pose de nombreuses questions sur ces barrières-là. Je commence. Je te laisse le... Alors, si on regarde aujourd'hui qui pratique l'agroécologie, ce ne sont pas que des ONG ou des associations, ce sont, j'allais dire, avant tout des agriculteurs et même des jardiniers dans leur jardin du dimanche, enfin, qui font du jardinage le week-end ou d'autres qui ne le font pas pour... Et voilà, donc il y a quelque chose qui est très fort dans l'agroécologie, c'est que c'est un mouvement, une façon de faire qui est venu du terrain et qui ne s'est pas posé la question est-ce qu'on avait des tracasseries administratives ou pas pour pouvoir le mettre en œuvre. D'accord ? C'est de se dire voilà, je veux essayer de trouver d'autres façons de produire, d'autres façons de cultiver. Après, voilà, ça a été porté aussi par des ONG et des associations, mais je suis pas sûr que la tracasserie administrative soit le principal obstacle à l'agroécologie. Derrière, il y a une question qui est plus large et qui renvoie à ce que l'on va voir plus tard dans la section 4 sur la question de la transition agroécologique. C'est de dire comment le politique peut être un instrument quels sont les instruments politiques que l'on peut mettre en œuvre pour pouvoir améliorer ou favoriser la transition agroécologique. Donc ça, je ne voudrais pas spoiler aujourd'hui ce qui va se faire en séquence 4, mais on pourrait y revenir dans le live de la séquence 4. On aura aussi des experts et des intervenants qui sont beaucoup plus calés sur les aspects, sur ces approches de sciences politiques finalement et de la place de la politique dans la transition agroécologique. Sur les tracasseries administratives, je voudrais juste prendre un exemple. Par exemple, dans la politique agricole commune, il y a une réglementation qui oblige, par exemple, à mettre en place des cultures intermédiaires dans certaines conditions, c'est-à-dire entre deux cultures commerciales, plutôt que de laisser le sol nu, avec des impacts qui peuvent être environnementaux un peu dégradants. On met en place une autre culture qui va juste permettre de maintenir le sol couvert et d'avoir certaines fonctions dans l'agrosystème. Donc ça peut être vu comme une tracasserie administrative. D'un certain point, c'est de se dire on nous oblige à mettre en place des cultures que l'on ne va pas récolter. Ça a un coût, ça a un bénéfice pour l'environnement, mais pour l'agriculteur, ça n'en a pas. Et en même temps, on voit que cette tracasserie administrative a, dans certaines conditions, été un levier puissant pour développer l'agroécologie. Parce que tant qu'à faire une culture, autant qu'elle serve à quelque chose. Et donc, on rentre dans un raisonnement qui est de se dire cette culture, elle peut servir un certain nombre de fonctions écologiques. Et là, on rentre dans un raisonnement agroécologique. Donc, je voudrais prendre un petit peu la question à l'inverse, finalement. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a des tracasseries administratives, mais ça, on en parle, y compris dans l'actualité, de manière assez récurrente. Mais il faut voir aussi que derrière ces tracasseries, il peut y avoir aussi des instruments de transition vers l'agroécologie. Et c'est ça qu'on verra et qu'on approfondira en séquence 4. Très bien. Donc, la question suivante pose... c'est à peu près sur le même thème, également sur la politique et la conversion sur l'agriculture. Donc, mais cette fois par rapport au gouvernement. Donc la question d'Olivier est pourquoi les gouvernements ne favorisent-ils pas plus la conversion du conventionnel vers le bio et pourquoi maintenir cette image de l'agriculture marginale par rapport à l'agro-industrie? Je commence. Tu prolonges après? Pas forcément, j'ai pas... En tout cas. Là-dessus, non. Alors, il y a deux questions. Il y a à la fois la question de dire pourquoi les politiques ne soutiennent pas plus les conversions vers le bio. Alors, là aussi, dernière séquence, on en parlera et on prendra l'exemple du bio, effectivement, de dire quelles ont été les politiques en faveur du bio. On sait quand même que le taux de croissance du bio est très fort actuellement. Donc, c'est aussi, finalement,
le fruit de politiques qui ont favorisé le développement du bio et puis d'opportunités commerciales également, et puis de changements dans les pratiques des agriculteurs. Donc voilà, comment les politiques favorisent le bio, voilà, on y reviendra, et je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont faites dans ce domaine. Et l'autre question, c'est la question de la marginalité. Pourquoi faut-il rester une agriculture marginale? Et c'est vrai que souvent, les innovations, les inventions de ce que peut être l'agriculture demain se fait dans les petits interstices, dans les marges, dans les endroits où il n'y a pas trop d'enjeux au début, et puis après de plus en plus, ou au contraire, dans les endroits où la forme d'agriculture dominante n'apporte pas des solutions intéressantes. Carolina, tu viens du Brésil, c'est là ça a été une des terres natales de l'agroécologie. Et on sait bien qu'elle s'est développée dans des lieux où notamment la question de l'érosion était vraiment un désastre, et l'agriculture conventionnelle ne permettait pas d'apporter des solutions à cette question-là. Elle s'est développée aussi dans une petite agriculture paysanne qui, grâce à l'agroécologie, a trouvé finalement un moyen de survivre et de durer et d'avoir vraiment de jouer son rôle dans la société brésilienne. Donc c'est vrai qu'au début, ça peut être aux marges, mais quand on voit maintenant la manière dont ça s'est développé en Amérique du Sud, par exemple, que ce soit au Brésil, mais également en Argentine ou dans d'autres lieux, on voit à quel point ce qui était dans les marges peut progressivement, s'étendre sur le mainstream, et enfin sur le courant principal, et surtout comment, à partir de ce mouvement-là, en fait, on observe une coexistence de différentes façons de faire de l'agriculture. L'agroécologie en étant une, et qu'on voit que ça se développe et ça devient de plus en plus dominant. Vous citiez toutes les deux, on a fait cette année pour la première fois le MOOC en espagnol avec un partenariat avec l'INTA, des collègues de la recherche en Argentine. Et voilà, la première session du MOOC en espagnol, il y a 27 000 participants. Je pense qu'on n'est plus aux marges à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe qui est beaucoup plus important que simplement de dire « Ok, c'est juste pour occuper les marges ». J'allais dire, on est en train de faire quelque chose qui va progressivement aller des marges vers quelque chose de beaucoup plus important. Je rajouterais effectivement quand même quelque chose. Je trouve que cette notion de marge, en fait, de marginalisation des agriculteurs, correspond, alors au niveau des chiffres, effectivement, c'est plus seulement à la marge, mais il y a aussi l'image qu'on a de l'agriculteur qui est nécessaire en fait à questionner. Parce qu'un agriculteur, souvent on avait l'image de quelqu'un qui était de façon très traditionnelle d'après-guerre, qui commence justement à être dépassé. C'était quelqu'un qui était dans un tracteur, qui devait produire sur des grandes parcelles. Aujourd'hui, c'est complètement questionné, mais ça a du mal à coïncider en fait avec un peu l'imaginaire qu'on a sur la caricature de l'agriculteur. Et dès qu'un agriculteur ne rentre plus dans cette caricature, on dit bon, c'est à la marge, c'est accessoire. Et en fait, c'est en train de bouger. Mais je pense que ça participe à leur marginalisation, même si au niveau des chiffres, ils sont plus du tout marginaux. D'accord. Donc la prochaine question, c'est sur la part de la démographie sur les impacts environnementaux. Donc une question très intéressante qui a été posée par le participant Goyard. Donc ce serait par rapport au texte qu'on a vu à la fin de la séquence 1. Donc par rapport au texte sur les Amérindiens. Donc la question est multiple. Donc l'impact des Amérindiens sur leur environnement était réellement si faible. Leur faible impact sur l'environnement ne serait-il pas le simple résultat de leur faible croissance démographique? Et ensuite, l'impact des humains sur l'environnement en Europe et en Asie ne serait-il pas essentiellement dû à la croissance démographique élevée de ces régions au cours des 20 derniers siècles? Donc effectivement, vaste question. Alors c'est vrai que le texte sur les Amérindiens est un petit peu ambigu, parce que c'est un texte qui parle des Amérindiens avant l'arrivée des Occidentaux, donc effectivement, au niveau de la quantité de la population, ce n'était pas des chiffres très importants. Donc on peut toujours dire, effectivement, c'est parce que ce n'était pas important qu'il y a peu d'impact. Après, je pense que ce qui est vraiment important de regarder, c'est au-delà du nombre, c'est la manière dont ils entraient en relation avec la nature, puisqu'ils étaient on raisonne en termes de parenté, en fait, avec la nature. Et donc, le même nombre de personnes
qui entretient des relations comme on a pu l'avoir, comme on a pu le développer en Occident, auront des impacts beaucoup plus conséquents que le même nombre de personnes avec des relations, elles, qui sont plus proches de ce que pouvaient entretenir les Indiens d'Amérique à cette époque, en fait. Donc c'est au-delà du nombre qui, certes, pose certains problèmes, mais je pense qu'il faut surtout raisonner dans la façon dont ces personnes agissent d'une manière générale envers l'environnement, mais y compris en agriculture, puisque la façon de produire, si celle-ci est moins polluante, si on favorise les cycles écologiques, si on est plus en lien avec des territoires et pas seulement si on raisonne sur la productivité à la parcelle, et si on questionne son rapport au vivant, si on réintroduit du vivant dans l'exploitation, ça aura évidemment des impacts environnementaux complètement différents qu'une ferme qui, elle, est dans un productivisme forcené. Donc j'aimerais vraiment insister sur cette dimension de relation plus que de nombre en lui-même, qui est souvent mis en exergue pour pointer du doigt certains problèmes, mais qui, à mon sens, cache un autre problème, enfin d'autres problèmes, dont celui de la façon dont ils rentrent en relation. En fait. Je sais pas si tu veux rajouter. Non, là, j'ai rien à rajouter là. Très bien. Donc la prochaine question, c'est une question, encore une fois, de Stankov par rapport au parallèle qu'on peut faire entre l'agroécologie et la Blue Economy. Donc la Blue Economy, c'est un modèle économique qui a été conçu par un chercheur, donc un entrepreneur belge, donc Monsieur Gunther Pauli, qui a été repris par de nombreuses autres personnes, notamment Idrissa Berkane, que je pense certains d'entre vous connaissent. Donc ce modèle économique est conçu en utilisant ce qui est disponible localement dans les principes et en s'inspirant du vivant. Donc c'est quelque chose qui est très important dans ce modèle économique. Il reprend les principes de l'économie circulaire et considère les déchets comme dotés de valeur. Donc avec une équation qu'il a développée avec déchets plus connaissance égale richesse. Donc en utilisant la connaissance, pouvoir transformer ce qu'on considère comme déchets en richesse, puisque la nature ne produit pas de déchets, tout est réutilisé par différents organismes. Donc sur ces différentes questions, c'est comment se positionne l'agroécologie par rapport à ce concept de Blue Economy. Qui lance là-dessus, en fait, je trouve que le concept de recyclage est intéressant et correspond, à mon sens, complètement au principe de l'agroécologie. Et en fait, je voudrais juste donner, je pense que tu répondras plus largement, mais je voudrais juste donner l'exemple qu'on a vu en cours d'ailleurs sur le recyclage des matières humaines, justement pour fertiliser les champs. Et ce qui était intéressant dans ce travail, c'était que le texte sur lequel on s'est appuyé montrait qu'effectivement des matières organiques humaines qui pouvaient être considérées comme des déchets parce que polluantes, parce que créatrices de problèmes de santé, parce que non valorisées, pouvaient être transformées en fait en matière très positive, comme quelque chose qui enrichit les champs et qui du coup devient quelque chose une richesse en fait. Donc là on est complètement dans le principe agroécologique et le tout c'est la façon dont on voit en fait ces déchets effectivement. Je crois que c'est vraiment important, c'est que la nature elle n'a pas ces concepts de déchets, pas de déchets, il y a un recyclage qui se fait de fait. C'est très humain en fait de dire ça c'est un déchet donc on ne sait pas quoi en faire, on essaie soit de le détruire, soit de le recycler. Mais cette notion de recyclage, effectivement, s'approche d'un fonctionnement dit naturel, avec des guillemets. C'est vrai que ce qui est intéressant, ce que je trouve finalement assez en synergie ou en résonance, en tout cas, avec ce que l'on travaille dans l'agroécologie, c'est à la fois cette question de recyclage de déchets, et puis cette question aussi, tu l'as dit, Emeline, avant, d'ailleurs, s'inspirer de la nature. C'est quelque chose qui est très structurant dans l'agroécologie, qui est de se dire, ce recyclage, c'est ce fonctionnement de l'écosystème. Regardons les écosystèmes naturels et essayons de trouver que ça nous donne des idées, des voies pour pouvoir concevoir et piloter des systèmes agricoles.
L'autre chose, et je pense que c'est ça aussi qui fait peut-être la chose la plus nouvelle aussi, c'est de changer notre regard sur certains objets. Tu parlais à l'instant de la question des amendements finalement, des déchets que l'on peut transformer en fertilisants. Je voudrais donner un autre exemple qui est celui des mauvaises herbes. Où effectivement on a un petit peu quelque chose d'analogue, où les mauvaises herbes sont vues comme quelque chose du coup de marginal, d'extérieur au système. Et l'agroécologie amène à changer le regard que l'on a sur les mauvaises herbes en disant ces herbes-là, elles peuvent assurer certaines fonctions de pollinisation par exemple, et on sait avec les problèmes qu'on a autour des abeilles à quel point c'est quelque chose d'important et de vital pour notre survie. Et puis des tas d'autres services dans l'agrosystème, si bien qu'à force de regarder tous ces services des mauvaises herbes, entre guillemets, bien sûr, sur l'agrosystème, qui deviennent des bonnes herbes en l'occurrence, on voit bien que ça conduit à avoir des techniques qui vont vers l'usage de plantes de couverture, ou toutes ces techniques agroécologiques, et de se dire on va au contraire apporter de nouvelles espèces, augmenter la biodiversité, pour pouvoir valoriser ces processus écologiques. Donc ça, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez similaire à ce que tu décrivais de la blue economy et qui est très structurant de l'agroécologie. Okay. On vient de recevoir une nouvelle question pendant le live. La question c'est, il y aura avec cette transition agroécologique des métiers à inventer ou à réinventer. Êtes-vous de cet avis? Quels vont être ces métiers? Alors là, ça c'est une très bonne question. C'est clair que j'ai réfléchi, je prends 2 secondes parce que les questions en direct, il faut... Non, je les lis à ce qu'on disait juste avant sur la question des connaissances. D'accord ? C'est-à-dire qu'on sait qu'on va vers des systèmes qui vont nécessiter beaucoup plus de connaissances. Et donc, j'allais dire, le métier d'agriculteur change déjà. Et je pense que je voudrais commencer par ce métier-là, c'est-à-dire que par rapport à un métier d'agriculteur et de ceux avec qui j'ai travaillé, on voit bien que quand ils commencent à se mettre dans ce mouvement-là, ils disent mais mon métier change et je redeviens agronome. Souvent il y a cette dimension-là, c'est-à-dire le fait de devoir apprendre sur son agrosystème, essayer de comprendre ce qui se passe pour pouvoir le piloter, non pas avec de la chimie ou uniquement des outils, mais avec ce qui fait finalement le fonctionnement de cet agrosystème, fait évoluer leur métier. Et je pense qu'il y a vraiment un potentiel finalement pour créer des métiers passionnants d'agriculteurs quand on voit ceux qui s'installent sur des micro-fermes en maraîchage aussi, qui vont inventer à travers la permaculture, à travers d'autres approches, des choses très différentes. On n'est pas sur le même métier du maraîchage périurbain d'il y a 10 ou 20 ou même 50 ans. Donc ça, il y a tous les métiers de la production, je pense, changent avec l'agroécologie. Il y a des métiers qui changent aussi, ce sont les métiers du conseil. Ça aussi, on le verra dans la dernière séquence. Conseiller un agriculteur, entourer ces agriculteurs pour les aider et puis imaginer, concevoir ces systèmes agroécologiques, voilà, ça fait changer tous ces métiers du conseil. Les autres métiers qui changent, ce sont les métiers de la recherche-développement. C'est vrai que je le sais parce que je suis chercheur et je vois à quel point l'agroécologie, moi en tant qu'agronome, a changé ma façon de faire mon métier, de faire de la science, et que je vois chez les collègues et au niveau mondial, effectivement, comment l'agronomie est interrogée par l'agroécologie. Et l'agronomie qui s'était beaucoup intéressée aux composantes plutôt chimiques et physiques de l'agrosystème s'intéresse de plus en plus aux composantes biologiques, avec des écologues, avec des biologistes, etc. Donc ça change aussi, je pense, les métiers de la recherche et développement. Et j'avais une autre idée, mais je l'ai oubliée, donc je te laisse prendre là. Puis j'y reviendrai peut-être après. Non, en fait, je dirais pas forcément beaucoup plus. En fait, juste de la même façon, de tourner peut-être différemment. Effectivement, être agriculteur, être conseiller, être chercheur aujourd'hui est questionné par Enfin, là, tu parlais de recherche. Le monde de la recherche en sciences sociales aujourd'hui vit une vraie révolution, mais comme notre société, puisqu'en fait, on re-questionne ce que c'est qu'être un être humain, en fait, puisqu'on avait une définition très cadrée qui datait des Lumières. Aujourd'hui, on est en train de flouter toutes ces frontières, et de redéfinir ce que c'est qu'un être humain dans son milieu, dans son environnement et sur la planète. Donc forcément, quand on prend cette base-là, les métiers changent. Alors peut-être que les noms seront les mêmes,
mais le fond sera profondément transformé. Mais peut-être que la personne qui a posé la question a des idées, ou que les personnes qui nous écoutent peuvent envoyer aussi leurs idées de nouveaux métiers qu'ils imaginent, ou dont ils auraient envie peut-être. Mais c'est vrai que pour revenir encore là-dessus, je pense que on vit actuellement un moment de transition. Et la transition agroécologique en est une, mais on a aussi la transition numérique, la transition énergétique. Et dans ces moments de transition, de réinvention de ce que peut être notre environnement, c'est clair qu'il y a des tas de nouveaux métiers qui vont émerger. Et c'est vrai que là, en tant qu'on est Aurélie et moi, enseignants-chercheurs, donc on vous forme, et puis d'autres, et c'est quelque chose qui nous questionne toujours. Et le fait aussi que vous soyez là toutes les deux, c'est de se dire, les agronomes de demain, ils devront aussi savoir maîtriser ces outils et ces métiers de la transition numérique, et pouvoir vous former l'une et l'autre, et puis toutes celles qui vont vous suivre à cette capacité à débattre et à profiter de ces moments de live. C'est aussi des nouveaux métiers. Et, en tout cas des nouvelles compétences, et qui seront importantes pour les nouveaux métiers. Mais je vais vraiment dans le sens aussi d'Aurélie. N'hésitez pas aussi à utiliser le forum pour échanger entre vous. Nous, on vous donne une réponse rapide de nos points de vue, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Et par rapport justement à ces métiers, je voudrais ajouter un point, mais cette fois avec mon point de vue d'étudiante en agronomie. Il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi sur le terme pour le métier d'agriculteur. Souvent, on utilisait, même au cours de ma formation, j'entendais tout souvent, et pour moi, le sens des mots est très important dans ce cas-là. On parlait pas d'agriculteur, on parlait surtout d'exploitant agricole. Et ce mot-là, surtout lors de ma première année de formation, on parlait beaucoup des exploitants agricoles, etc. Et pour moi, derrière ce mot d'exploitant agricole, ça définit toute une manière de voir l'agriculture. Et maintenant que je me spécialise en agroécologie, on n'utilise plus ce mot, on parle plus d'agriculteurs ou de paysans. Et paysans... pour moi, personnellement, derrière le mot paysan, où je pense en Occident, on a vraiment une image négative, comme quelqu'un qui vient de la campagne, qui est assez rustre. Mais en fait, si on prend l'origine du mot paysan, c'est surtout quelqu'un qui est du pays et qui s'occupe de son pays, donc qui est à contrario, au contraire d'exploitation agricole, où là, on est vraiment, même dans le sens des mots, on a vraiment... cette impression d'exploitation justement des ressources plutôt que de l'entretien du pays. Et je pense que ne serait-ce que par le changement de vocabulaire qu'on utilise, ça traduit justement ce changement de métier sur le métier d'agriculteur, où les gens passeront d'exploitants agricoles à paysans ou d'autres mots, si certains peuvent trouver d'autres mots qui leur conviennent mieux. Mais je pense qu'il y a aussi derrière là cette transition, ce changement de métier qui est aussi très intéressant par rapport ne serait-ce qu'aux mots qu'on utilise, et quelque chose que j'ai vraiment remarqué dans ma formation. Ouais. Ok, on a une nouvelle question sur YouTube. C'est justement sur la transition écologique. Donc, comment envisager le rôle de l'agroécologie dans un contexte de changement climatique, de raréfaction des ressources en énergie, mais aussi du futur grand déplacement des populations suite aux crises? Un peu difficile. C'est une grande... Oui. C'est une question... La question, elle a des migrations et des crises et de... Je réponds un petit peu à côté, mais c'est lié aussi à ce que tu disais à l'instant, Emeline, sur ce métier de paysan, et une crise aussi que l'on connaît aujourd'hui à travers les Gilets jaunes, à travers cette question de ce questionnement des zones rurales, et de se dire comment leur donner effectivement toute la place et le rôle qu'elles méritent. Je pense que ce que l'on a dit à la question précédente aussi renvoie à tout ce qui peut se jouer et se faire en nouveaux métiers et en choses extrêmement intéressantes dans ces zones rurales, qui va à l'inverse justement d'une migration vers les villes comme étant quelque chose d'inéluctable ou et qu'au contraire on va vers une repopulation, une augmentation de population dans les campagnes. Juste sur les migrations, je suis pas... Il y a une chose que je voudrais dire, c'est sur la question de l'urbanisation. C'est-à-dire que les grandes migrations qu'on voit et les évolutions, c'est que l'on a de plus en plus de personnes qui habitent dans les villes. D'accord ? Et ça, dans beaucoup de pays du monde, on a ça. Et je pense là aussi que l'agroécologie a une place à jouer dans le milieu urbain.
de manière très forte. On le voit dans les pays du Sud, mais également dans les pays du Nord. Je parlais à l'instant, par exemple, des potagers partagés ou de cette question de remettre l'agriculture dans la ville comme étant quelque chose, à la fois pour les urbanistes, pour les architectes, quelque chose qui a du sens. Mais derrière, on voit que ces formes d'agriculture urbaine à inventer, souvent, elles sont en permaculture, elles sont dans des formes très innovantes, justement, et qui peuvent relever de l'agroécologie, et que ça va avoir un impact sur la manière dont les gens sont en relation avec la nature, et aussi sur la manière dont les gens se nourrissent. Si on cultive ses propres tomates, on n'achète pas les tomates de la même manière au supermarché, ou plus au supermarché peut-être, mais ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui va avoir l'impact. Donc je pense que cette urbanisation, cette migration vers les villes est questionnée et nourrit aussi nos réflexions sur l'agroécologie. Sur les grandes migrations liées par exemple au changement climatique, etc., je pense que le défi, c'est de se dire, pour mettre en place l'agroécologie, il faut se mettre dans une vision plutôt de long terme. Et que si on a des situations qui sont extrêmement instables, parce que par exemple on fait des pratiques qui vont augmenter la teneur en matière organique du sol, mais ça va mettre 5 ans, 10 ans, 20 ans à se faire. Et que si on est dans des lieux où il y a beaucoup de migration, c'est beaucoup plus difficile à faire. Et donc c'est vraiment un enjeu aussi pour l'agroécologie de se dire, par rapport à cette instabilité qui s'installe, qu'est-ce qu'il en est ? L'autre enjeu, c'est aussi de se dire, si on invente des systèmes qui sont beaucoup plus résilients, on sera beaucoup moins sensible au changement climatique et donc beaucoup moins... l'enjeu aussi, c'est de pouvoir fixer les populations là où elles sont en inventant des manières de résister à la désertification, au réchauffement du climat, etc. Et donc là, il y a un enjeu majeur, non pas de faire avec les migrations, mais d'inventer des systèmes agricoles qui permettent aux gens de rester chez eux. Ok. Autre question. Okay. Actually, is the last question. So now in English. It's about food security. So, can agroecology improve the problem of food security? Oh. Do you want to No. answer first? So, Very straight. Yes. I think there is a very interesting video you can watch on the MOOC. I put it in the to go further section, okay, of this first section, which is a video from Pablo Titonel, which is really specific about this question. Okay, what is the relationship between food security and agroecology? And you know, in the first section, we worked on the question of the definition of agroecology. Okay, which definition of agroecology have been given in the scientific world? And I would like to say that one of the very interesting definition is the definition from Francis, who wrote that agroecology, it is the ecology of the food system. Okay, which is a very large vision of what is agroecology. It's not only the ecology of the field, not only the ecology of the farm or of the territory, but the ecology of the whole food system. And this can address this question of food security, because if you want to address this, it's not only a question of production. Okay, how can I improve the production level at the field, the production at the field level? Okay, we spoke about this at the beginning of our interview with the question of technology and to improve production. This is an important issue, but it is not the only important issue. I think there is at least two other important issues, which are the question of commercialization and fluxes of agricultural produce all over the world. Does it make sense that a farmer in North America or elsewhere produce food to feed a farmer who is in Malawi, for example, or elsewhere? No, it's much more interesting that this farmer in Malawi can produce his own food and can produce food for other people in his area. So this question of commercialization, distribution of food, and how can we give to each farmer the ability to feed himself and around him is a key issue, which is not only a question of increasing the production level, okay? Because if you focus on
how to increase the production level, then you can say, okay, we can produce a lot of wheat and corn in the USA, and then we can feed the world. No, it does not work like this. Okay, and definitely. And the third aspect of food system, which is very interesting to consider this question of food security, is the question of food waste and diet. Okay, what do you eat, and how can it is? Well, yes, how can is it possible that 40-50% of food over the world are wasted and not eaten by consumer? Okay, so if you look at the problem in terms of food system, then the question of food security is completely different. Okay, and you have another point of view, another entry on this. So yes, I think that Pablo Titonel is video addressed very well this question of food security. So those who are interested in this question can watch it. It lasts around 10 minutes, so it's not a long time. Et je crois qu'il y avait une question aussi sur... alors on change complètement de domaine, quoique. Une question sur le rôle des religions, en fait, sur la restructuration des imaginaires collectifs, si je reprends la formulation du Mukasien. Et donc à laquelle j'aimerais répondre, parce qu'en fait, je trouve qu'elle ouvre des dimensions assez intéressantes, en fait, sur l'agroécologie, justement parce que je suis assez partisane de dire que l'agroécologie, et ça va dans ton sens, en fait... n'est pas qu'une question de technique. Et ce qui est intéressant avec alors, la religion, je ne suis pas spécialiste des religions, mais voilà, dans l'histoire des relations à la nature, elle a joué un rôle dans la séparation qui a été faite de l'homme d'avec la nature. Aujourd'hui, on a vu l'encyclique du pape qui avait des dimensions écologiques très fortes. Alors de là à dire que la religion va permettre la restructuration des imaginaires ou de nos liens à la nature, ça je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a une dimension spirituelle dans l'agroécologie qui peut être importante. Et il y a beaucoup d'agriculteurs qui questionnent leurs pratiques, alors pour des enjeux économiques, pour des enjeux de sécurité alimentaire, pour différentes questions, mais beaucoup aussi pour lutter contre la réification, la transformation de la nature comme des simples objets destinés à produire, à servir l'humain. Et donc ils souhaitent transformer ce mouvement-là justement pour faire avec la nature. Et ce n'est pas uniquement une question de rentabilité de la parcelle agricole, c'est vraiment une manière d'être au monde qui est à la fois philosophique et spirituelle et qui est vraiment très forte dans beaucoup de motivations. Et je trouve ça très intéressant parce que du coup ça questionne l'être humain et l'agriculteur vraiment de manière très intime, très personnelle. Et donc on voit que l'agroécologie, c'est pas juste dire est-ce que je laboure ou je ne laboure pas, enfin très schématiquement. Voilà, donc je souhaitais non, mais c'est, ouais. Voilà, relever cette question-là. Ok, merci beaucoup pour votre réponse. You want to conclude? Oui. So, we are at the end of our first live session. And thank you very much for your presence today. I hope we answered to all of your doubts. We have actually a lot of questions on YouTube, but we don't have enough time to answer them. So we're going to continue this debate at the forum. So if you like, you can continue with us and our teachers at the forum. A special thanks to our teachers for being here. And yeah, if you have more questions, don't hesitate to ask them at the forum, at our social networks. It will be a pleasure to answer them. And we'll see you next Friday, February 22nd at 1 p.m. Donc merci à tous, voici la fin de cette première session de live sur le MOOC agroécologie. Donc nous avons encore beaucoup de questions qui ont été posées sur YouTube, mais on pourra y répondre sur le forum du MOOC parce que nous n'avons plus assez de temps pour répondre. Donc nous serons ravis de vous retrouver vendredi prochain, donc aussi à cette même heure, pour une nouvelle session du live, cette fois sur la session 2. Merci à tous. Merci.